Bonjour, bienvenue à l'Audice. Aujourd'hui, je vous propose d'observer ensemble les résultats des élections 2022 pour essayer de les comprendre et voir comment ils peuvent constituer une opportunité pour transformer la société. Alors tout d'abord, les élections présidentielles, au premier tour, les partis de gouvernement, c'est-à-dire Parti socialiste, Républicain, En Marche et ses alliés, tous ceux qui ont gouverné un jour, eh bien ceux-là sont en baisse de 10%. Ils étaient à 38% en 2017, ils sont passés à 28% en 2022. Donc une baisse massive et ils ne regroupent finalement plus qu'un gros quart de l'ensemble des suffrages. Ça veut dire que les électeurs décident de sortir non pas les seuls sortants qui étaient au pouvoir jusqu'à maintenant, mais tous les sortants, tous ceux qui ont participé à l'activité gouvernementale et qui ont contribué à construire la société dans l'état dans lequel elle se trouve. Ensuite, vous prenez les scores de tous les partis qui n'ont jamais gouverné, c'est-à-dire LFI, NUPES, Rassemblement National, Reconquête. Là, on passe de 37% à 44% entre 2017 et 2022, c'est-à-dire plus 6 points. Vous prenez maintenant les suffrages non exprimés, on passe en 2017 de 24% à 2022 28%. Donc il y a une élévation là aussi des suffrages non exprimés. On va maintenant regarder les résultats du premier tour des élections législatives. Alors, il y a les votes blancs, 360 000 votes blancs, 150 000 votes nuls, 25 millions et demi d'abstentions, 2 millions et demi de non-inscrits. Tout ça, ça nous amène à une proportion de l'ensemble du collège électoral qui est de 56%, qui ne s'exprime pas. En Marche et ses alliés ont regroupé près de 6 millions de voix, c'est-à-dire 11% du collège électoral, et l'ensemble des autres partis, 33% ou presque, c'est-à-dire 17 millions ou presque d'électeurs. Ça nous place pour les suffrages exprimés à 44%. Donc ça signifie que les personnes qui ne se sont pas exprimées sont majoritaires dans la société, 56 contre 44 en gros. Alors, quelles sont les causes de tout ça? Alors, on va voir 6 causes. La première, c'est le déclassement. Dans les rapports de l'Audice, l'état social du monde, on voit que l'agrégat de lien social positionne la France en 18e position dans le monde. L'agrégat de performance positionne la France en 55e position dans le monde. Donc quand on pense que la France est très bien positionnée, c'est un grand pays qui détient l'un des 5 sièges permanents au Conseil de sécurité de l'ONU, on se dit nous sommes très forts. Et en fait, lien social performance, 18e, 55e, nous ne sommes pas bien placés. Si on regarde le rapport de l'Audice sur l'état social de l'Europe, qui positionnait à travers l'agrégat lien social la France en 14e position et à travers l'agrégat performance, la France en 13e position. Nous sommes également mal positionnés. Rappelons que les fondateurs de l'Union européenne étaient au nombre de 7, donc là, nous ne sommes même plus dans les 7 premiers. Évidemment, on n'est pas dans les 5 premiers mondiaux non plus, donc on est déclassé. Il y a une sensation diffuse de ce déclassement dans notre société, et puis une réalité de ressenti avec des difficultés qui se font jour au quotidien pour nos concitoyens. Et en fait, nous sommes dans une forme d'omerta. Tout ce classement, cette difficulté à se dire les choses, eh bien, fait que on a affaire à des acteurs politiques, des candidats qui ne disent pas tout, n'entendent pas tout, ne voient pas tout. Un débat public qui a du mal, lui aussi, à sortir de ces non-dits, et les électeurs, nos concitoyens, sentent bien qu'il y a un biais cognitif là, entre ce qu'ils perçoivent au quotidien, ce qu'ils ressentent, ce que sont des bribes d'informations qui leur arrivent, et ce qu'ils entendent de ce que leur disent les candidats et les élus. Troisième phénomène, c'est celui du rejet. Des grands acteurs ont été rejetés depuis longtemps. Alors, il ne s'agit pas de prendre parti pour ou contre, ce n'est pas ça le sujet, mais il y a eu un front national qui s'est constitué, auquel on a opposé un front républicain, et en fait, on s'est permis de ne pas rentrer dans le débat d'idées, mais de rejeter tout en bloc
un acteur, son parti et ses avis. Et donc ça a permis à certains de faire carrière, de gérer des liens en construisant ce front républicain, en étant élus sur cette base-là. C'est Chirac en 2002, c'est Macron en 2017 et en 2022, mais on n'a pas réussi à construire une confrontation d'idées, un débat, une réflexion sereine, et on peut même se demander s'il n'y a pas eu l'enjeu tout simplement du financement public avec la nécessité de faire au mieux pour limiter les moyens de ces acteurs que l'on souhaite rejeter. Alors, quatrième phénomène, c'est celui du hasard. Quand on prend la quantité de voix d'écart au deuxième tour des législatives, nous voyons qu'il y a 13 circonscriptions dans lesquelles le vainqueur l'a emporté par une différence de moins de 100 voix. Alors 100 voix, c'est-à-dire si 50 personnes changent d'avis en moyenne, on n'a plus le même vainqueur. Nous avons 23 circonscriptions dans lesquelles le vainqueur l'a emporté par moins de 250 voix, plus de 100 et moins de 250. 16 autres circonscriptions dans lesquelles l'écart a été entre 250 et 500 voix. Et 44 circonscriptions, l'écart entre 500 et 1000 voix. Donc ça signifie qu'il y a 96 circonscriptions globalement, dans lesquelles, en gros, 700 voix d'écart en moyenne au maximum ont réussi à trancher et ont désigné le vainqueur. 700 voix dans une circonscription moyenne, ça représente en gros 1% du collège électoral. Ça veut dire que si 350 personnes changeaient d'avis, la moitié des 700, c'est-à-dire 0,5% du collège électoral, alors il y aurait un autre vainqueur. 0,5% c'est très peu, c'est soumis à des petits aléas, à un problème d'entrée au Stade de France à quelques jours de l'élection, à un ressenti, peut-être à la chaleur, à un pouvoir d'achat qui a un peu augmenté ou pas sur la scène internationale du fait d'un taux de change entre l'euro et le dollar qui aurait changé. Donc ça se joue à très peu de choses. Cinquième élément, c'est la déconnexion. Alors, qui n'a pas expérimenté dans sa famille de voir à certains moments, on est tous ensemble et en fait on n'est pas ensemble parce que chacun est sur son téléphone mobile, avec ses amis, dans des réunions professionnelles, c'est pareil. Donc on a du mal à être ensemble, à se parler, à échanger. Et donc évidemment, a fortiori dans le débat public, co-construire un raisonnement collectif pour analyser ce qui se passe, pour en déduire un diagnostic, construire un raisonnement et bâtir des solutions aux problèmes que l'on arrive à poser correctement, ben ça c'est très compliqué à faire. Sixième élément, c'est celui des programmes. Programmes des candidats, de tous les candidats, il ne s'agit pas de juger là, tel ou tel candidat, on voit la complexité de construire un programme qui peut fonctionner face aux crises planétaires d'une part. Crise planétaire, c'est le climat, l'énergie, les pollutions, les matières premières, le sanitaire, l'alimentaire, la biodiversité, la démographie, les conflits armés, il y en a plus de 60 dans le monde. Tout ça fait que c'est très très compliqué de bâtir des solutions. Quand on rajoute à ça les crises européennes, l'Ukraine, que faut-il faire, l'immigration, comment traiter, le Brexit, c'est pour une part à cause de l'immigration que les Anglais sont sortis, les Britanniques sont sortis de l'Union européenne. L'euro, est-ce que c'est une monnaie durable ou pas? La question se pose de plus en plus. L'inflation qui est en progression, l'OTAN qui est, d'après certains, en mort cérébrale, qu'en est-il vraiment? L'indépendance de l'Europe par rapport aux États-Unis, la citoyenneté, est-ce que chacun se sent comme étant une partie d'un collectif européen ou se voit comme dans son propre territoire, dans sa propre nation, et finalement ça renvoie à la question du projet européen. Pourquoi est-ce que l'Europe existe? Alors au départ c'était pour faire la paix entre des peuples qui s'étaient entretués. Aujourd'hui, nous sommes en paix, pour l'instant, croisons les doigts, mais est-ce qu'il y a une dynamique possible, un projet, une construction, une perspective qui va permettre à la communauté des Européens de faire mieux, même en temps de paix, que quiconque d'autre? Donc ça, c'est une vraie question. Et puis ensuite, vous avez un troisième faisceau de crise française. Alors le social, c'est les gilets jaunes. Vous avez l'emploi, on a des difficultés d'emploi par rapport à nos grands voisins qui ont un taux de chômage bien inférieur au nôtre.
l'industrie. On a moins de 10% des emplois qui sont dans le secteur industriel, alors que en Allemagne, on est à 20%. L'éducation, on voit les difficultés du monde éducatif, de l'hôpital public, la dette publique. En plus, on a pris 200 milliards de dette publique supplémentaire avec la Covid, mais on en rajoute en gros une centaine de milliards chaque année, même indépendamment de la Covid. La laïcité, que faut-il faire avec le burkini ou la barbe de ceux qui croient dans l'islam? Le centralisme administratif, bureaucratique, politique, médiatique, culturel, industriel, économique de la France, et puis le financement de la vie démocratique. Comment organiser tout ça? Il y a une vraie complexité. Toutes ces crises-là, quelles sont les solutions? Est-ce qu'on est capable de porter un programme, de définir des clés qui permettront de résoudre tous ces problèmes? C'est pas de dimension humaine. Alors, que se passe-t-il? Dans les programmes, on trouve un petit peu de digital, on va faire du télétravail, de la technologie, on va faire un vaccin. Bon, le vaccin, est-ce qu'il marche ou est-ce qu'il ne marche pas dans tous les domaines? Est-ce qu'il faut faire l'hydrogène ou pas? Est-ce que ça marche? Ça est très compliqué finalement. On en a été réduit sur les élections récentes, donc quoi qu'il en coûte, on a dit, ben voilà, on met 200 milliards de plus sur la table en échange de rien du tout pour des citoyens qui restent chez eux. Tout ça, il faudra le payer un jour. Et donc finalement, l'ensemble des solutions qu'il faudrait mettre en œuvre, on ne les connaît pas. Et on ne voit pas de candidats ni d'élus capables de porter un projet d'ensemble. Et on ne voit pas non plus de citoyens parce que c'est d'une complexité gigantesque et penser qu'on attend tout d'un chef qui saurait tout, c'est évidemment se tromper, se leurrer, se mentir et mentir à tout le monde quand on ose prétendre détenir ces solutions. Donc finalement, les élections 2022 peuvent constituer une opportunité parce que, normalement, c'est un Français, Montesquieu, qui a théorisé la séparation des pouvoirs et l'équilibre entre les trois pouvoirs, exécutif, législatif et judiciaire. Et en fait, dans notre société française, l'exécutif préempte et le pouvoir du législateur et le pouvoir du judiciaire. Il est omniprésent, il est très fort, beaucoup plus fort que les deux autres, il y a un vrai déséquilibre. Donc là, il y a un rééquilibrage envisageable du fait de manque de réussite du candidat vainqueur aux élections présidentielles pour les législatives qui ont suivi, et qu'il n'a pas de majorité, et ça veut dire qu'il ne va pas pouvoir imposer son programme, sa vision, ses décisions. Il va falloir débattre à l'intérieur des pouvoirs entre l'exécutif et les législateurs. Donc il y a un déplacement du pouvoir vers le Parlement, mais attention, ça veut dire qu'au sein du Parlement, il va falloir que les parlementaires parlementent. Voilà. Il faut que les parlementaires entrent dans une mécanique de dialogue beaucoup plus serrée, beaucoup plus construite, beaucoup plus élaborée, en ne s'invectivant pas, mais en cherchant à bâtir, là encore, des diagnostics plus pertinents, plus approfondis, avec des solutions qui sont plus durables, peut-être qui supposent plus de courage de la part des uns et des autres, avec une capacité à se projeter sur la durée, tous ensemble, en impliquant tout le monde, au profit de tous. Ça, c'est un travail de compromis à co-construire dans une réflexion plus élaborée. Et si on arrive à réfléchir vraiment et à bâtir de nouveaux diagnostics, alors personne ne se compromet, et on n'est pas dans la compromission, on est dans l'élaboration d'un projet de société. Et enfin, pour le faire, il va falloir que les parlementaires, quels qu'ils soient, qui sont élus avec l'ensemble du corps social, avec des acteurs qui ont pour certains voté pour eux, pour d'autres voté contre, pour d'autres qui les haïssent, et néanmoins, chaque parlementaire va devoir se mettre en situation de parlementer avec ses citoyens, avec ses électeurs, avec l'ensemble du collège électoral, avec l'ensemble de la société. Donc ça veut dire que l'impact de l'absence de majorité aux élections législatives va imposer de parlementer avec le Parlement, donc entre l'exécutif et le Parlement, entre parlementaires et avec les citoyens, et faire en sorte que les citoyens débattent entre eux. Et donc ça veut dire qu'il va falloir se mettre en situation d'activer la plus grande ressource naturelle, c'est-à-dire l'intelligence. Pour en savoir plus, vous consultez la chaîne Odyssée, toutes les chroniques, les rapports,
vous nous adressez des commentaires, des messages, vous mettez des pouces, vous vous abonnez et vous partagez autant que vous voulez. À bientôt.